Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métaprédiction. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser ensemble l'impact du Corset 2021 dans le standard en 45 minutes chrono. Et c'est parti. Pour commencer, on va faire un état du standard actuel pour connaître un petit peu les enjeux de notre analyse, savoir où se positionner par rapport aux cartes déjà existantes. Il y a surtout deux grands piliers, c'est Teferi Time Raveler, qui va empêcher beaucoup de stratégies drogo, comme on dit. Et le deuxième pilier, c'est bien sûr Wilderness Réclamation, qui va surtout cheater sur la mana. Donc c'est les deux gros piliers qu'il va falloir surtout bien garder en tête pendant toute cette analyse. Et on pourrait rajouter la stratégie sacrifice qui est encore très très forte dans ce méta actuel. Mayhem Devil étant la pièce maîtresse et ayant beaucoup d'enablers ou de choses à sacrifier, coûtant peu cher, des chats, des fours, des Trail of Crumbs. Voilà, il faut garder ça en tête tout au long de cette analyse. Nous allons commencer notre analyse de cartes par les spot removal et surtout eliminate. Est-ce un removal qui va changer le standard? Effectivement, c'est une première solution mana effective en instant qui serait commune à Teferi, Narset ou les créatures aggro et qui élimine également les menaces top N en rang comme Uro ou Krasis. Ça en fait une carte extrêmement polyvalente qui ramènera peut-être le noir sur le devant de la scène et pourquoi pas Dimir Flash par la même occasion. Grasp of Darkness est un classique qui a fait ses preuves. Le bonus kill contre l'indestructible est pas aussi relevante dans la méta actuelle que contre Azoret à l'époque, mais peut-être que le nouveau Seasoned Alone Blade, l'équivalent d'Adanto Vanguard et son toutou, la 1-1 qui se sac pour rendre indestructible, nous prouverons le contraire. Ensuite, nous avons Soulseer, un instant speed removal assez polyvalent, un fry contrable pour 1 de plus, sans restriction de cible. Il permet de cibler autant Teferi que les créatures d'aggro, ce qui a un gros avantage. Concernant le bonus perte d'indestructible de la cible, on peut avoir les mêmes conclusions que la carte précédente. Et enfin, pour Swift Response, on retrouve un petit peu la pauvreté du blanc encore dans cette carte. La couleur est obligée de s'associer au noir pour fournir des removals de qualité, c'est-à-dire Dire's Tactics ou Spark. Et sinon, c'est un petit peu effectivement la tristesse. On voit que Devout Decree ou Glass Casket sont quand même bien au-dessus et que Swift Response sera certainement joué en side de contrôle contre aggro, mais pas plus que ça. On enchaîne avec deux autres spot removal ou spot solutions et on commence avec Ruined Halo. Le point fort en standard en blanc actuellement, c'est le fait que la solution soit un permanent qui puisse se blinker et gros avantage également, c'est si la carte a un effet d'entrée de jeu. Cette carte réunit toutes ces conditions et est une nouvelle solution contre les stratégies centrées sur un kill unique ou quasi unique comme Temur Réclamation qui jouerait Expansion Explosion, quelques Nightpack Embûcheurs et quelques Uro comme seul kill. La grande question, ça serait de savoir si maintenant un deck prison serait viable en standard. Mention spéciale ensuite pour Rune Highful, et je pense que cette carte n'a qu'un seul but en standard, stopper vos rêves. Voilà, c'est un garde-fou contre tout kill volant de contrôle. Dream Trawler évidemment, mais ça pourrait peut-être être aussi une solution contre l'Archonte. Ça ne fonctionne par contre que si l'oppo est tap out lorsqu'il le caste, pour éviter qu'en réponse, il puisse flasher un omen par exemple et sacrifier un jeton. Donc ça me paraîtrait des situations un petit peu trop narrow. On enchaîne ensuite avec les mass removal ou pseudo mass removal. Alors cette catégorie est un petit peu pauvre avec notre Corset 21 cette fois-ci, mais on se rattrape avec Hugin bien sûr, le mass removal par excellence et certainement un petit peu plus. Alors on a pour un mana de plus, mais 3 couleurs de moins on va dire, la même chose que Ruinous Ultimatum, et dans l'environnement ramp actuel, je pense qu'il est facile de pouvoir l'avoir T5 voire T4 si on arrive à faire Grazer into Cultivate into Nissa. Le fait qu'il exile est également très relevant contre Mono Red ou peut-être bientôt Selenia qui a quand même gagné pas mal d'armes d'indestructibilité ou de récupération de board grâce au trigger de mort. Autre énorme avantage, son -X n'exile pas les landes animées par Nissa. Et à noter que Solemn Simulacrum est aussi incolore et permettra de ramper dans Hugin tout en gardant un bloqueur et protéger notre Hugin pour le tour suivant. Le design de la carte suivante est intéressant puisqu'il suit la nouvelle tendance dans cette
cette édition de créer des removals, mais qui vont également pouvoir toucher des Planeswalkers. Pestilent Haze ressemble beaucoup donc à Cry of the Carnarium. Ça sera certainement sa remplaçante dans le futur, mais est-ce que l'exil que permet Cry de chats et autres créatures récursives est plus important finalement que de transformer Teferi ou Narset en 1 pour 1? Ça, je suis pas sûr pour le moment. On a ensuite Kaervet the Spiteful, qui est finalement un demi-éternel absolution. La carte, bien sûr, coûte 2 de moins, mais est plus faible car plus facilement removable. Le fait qu'elle soit légendaire est également un downside. Elle cible bien sûr les jeux plutôt agressifs comme Mono Red. La grande question maintenant, c'est est-ce que Mono Red joue suffisamment de burn spell pour pouvoir la détruire rapidement? Actuellement, on a juste quelques stompes et quelques chocs. Allez, on enchaîne avec tous les nouveaux spells de la stratégie rampe. Et on démarre avec Cultivate. Alors, est-ce que c'est le meilleur spell de rampe en standard? Je pense qu'on est vraiment pas loin. Et quand la carte était en standard, elle était un de ses piliers, donc j'en attends pas moins dans notre standard actuel. Ensuite, on va parler de Solemn Simulacrum. C'est une nouvelle pièce de rampe à 4, le slot où pour l'instant on avait juste Migration Pass. L'avantage ici, c'est qu'on a un body plutôt correct qui possède également un trigger de mort. Donc on peut vraiment dire que cette carte fait du 3 pour 1, dont un effet en ETB. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on aime en ce moment. Et comme la carte rampe vers 6 mana, on préfère l'associer avec Casualties of War par exemple, plutôt que Nissa qui coûte 5. On enchaîne avec Rada, un drop 3 plutôt solide qui ressemble beaucoup à Cursor of Crufix, carte qui était très forte à l'époque où elle était légale en standard. Et cette carte fixe le plus gros problème de Gruul à l'heure actuelle, qui est surtout sa mana base. Elle est en compétition avec Gruul Spellbreaker pour le slot à 3, qu'on va préférer dans un build plus agressif, par exemple parce qu'on peut attaquer avec dès l'arrivée en jeu, et on a de l'évasion, alors que Rada sera peut-être plus forte dans des bases mid-range ou ramp. Son association avec Azusa est plutôt intéressante, car ça nous permet vraiment d'éliminer les landes au-dessus de la bibliothèque. Mais encore une fois, les cartes sont en compétition car elles sont dans le même slot. Et pour finir, on pourrait dire que même la capacité activée de la carte est plutôt intéressante, voire létale avec Cleave par exemple. Azusa, on en a parlé un petit peu plus haut déjà. La carte est plutôt surestimée à mon avis pour le moment, car pour qu'elle soit très forte, on a besoin de beaucoup de landes. Et nous n'avons pas les bounce landes avec lesquelles elle fonctionne le mieux en moderne. C'est vrai qu'elle propose de poser 2 fois plus de landes supplémentaires que la Dryad, mais cette dernière n'est pas légendaire et son body est quand même 2 fois plus costaud. Voilà, ça commence à faire quand même beaucoup de drop 3 en body avec Uro, donc à voir. À noter qu'on voudra bien la jouer avec pas mal de triomes, car forcément si on joue Azusa, on va avoir quand même un deck lourd en land, donc on floudera plutôt pas mal et on aura envie de cycler tout ça pour faire un peu de carte advantage. On peut parler aussi de Chromatic Orrery, nouveau caillou légendaire. Son gros avantage, c'est qu'il n'arrive pas tape, par exemple, comme Firemind Vessel, donc on pourrait presque dire qu'il ne coûte que 2 mana. On gagne en puissance si on le joue à côté de cartes comme Kiora ou d'autres manières de le détaper. Par contre, son point négatif, c'est qu'il ne coûte qu'un de moins par rapport à Hugin, donc on n'en a pas vraiment besoin pour ramper dedans. Ça fixe bien, comme Chromatic Lanterne, donc ça nous permet de jouer des cartes très colorées comme Niv-Mizzet Reborn, mais sa stratégie est quand même diamétralement opposée entre le colorless de Startos et le bicolore demandé par Niv-Mizzet pour pouvoir le tutoriser. On enchaîne avec l'apport de contre dans ce nouveau standard. Et on commence avec Rewind, avec son effet de pseudo-gratuité puisqu'il nous permet de détaper les landes qui ont a priori servi à le caster. Et comme toutes les autres cartes qui avaient ce même effet dans le standard à l'époque où il avait été édité, que sont Frantic Search, Palindrome ou Time Spiral, la carte était très forte. Du coup, j'en attends pas moins dans notre standard à venir. Il faut aussi se rendre compte que son coût de mana de 4 est le même coût que Réclamation ou Nightpack Embûcheur, ce qui nous permet a priori de les enchaîner les uns dans les autres. Et la carte s'associe très bien avec tous les lands qui produisent plusieurs manas d'un coup. Lofty Denial ensuite me paraît d'être une excellente carte. Si on possède un flyer, la carte va être presque aussi forte et coûter autant que Contresseur, donc le power level est vraiment là. Et actuellement en standard, on a quand même beaucoup de drops un fly en bleu qui sont plutôt corrects. Alors est-ce que la carte va ramener mono bleu sur le devant de la scène? Ça j'en suis moins sûr quand même, nous avons plus Curiosité. On a le même
effet en Azorius pour un bleu et un blanc, mais c'est peut-être pas suffisant. En tout cas, je pense que la carte a un fort potentiel, car actuellement nous avons quand même beaucoup de cartes bleues instantes et fortes. Miscast, par contre, pour moi, restera une carte de side pour des situations très très particulières et surtout coûte le même prix que Dispute, qui est quand même beaucoup plus polyvalent actuellement. On enchaîne avec les spells de tempo et on commence avec Unsubstantiate. Première chose à dire, c'est que la carte n'a pas vu beaucoup de jeux à l'époque où elle était en standard. Et encore plus aujourd'hui, on a Aethergust qui est certainement beaucoup plus fort car propose un bien meilleur tempo. Donc je suis pas sûr que la carte voit du jour, sauf si le vert n'est plus joué, mais ça j'y crois même pas. Ensuite on va parler de Sublime Epiphanie, même si je pense qu'on arrive à avoir 4 ou 3 choix sur les 5, la carte restera toujours très forte. Elle coûte certes 2 mana de plus que Cryptic Command, mais Cryptic a bien 2 choix maximum, alors que là on en abuse. Je pense que la carte sera très très bien dans une stratégie cheat on mana, comme dans un deck Témur Réclamation par exemple, où elle pourra par exemple copier aussi des Nightpack Embûcheurs, mais elle reste vraiment très fragile si Dispute est toujours autant joué. Ensuite on va parler de Discontinuity, qui est finalement un Tails End si on le joue pendant son tour. Alors est-ce que la carte peut devenir les Tails End numéro 5 à 8 dans des decks combo qui utilisaient déjà Tails End pour contrer le trigger de sacrifice d'Uro par exemple? J'en suis pas sûr et je pense que la carte verra une meilleure utilisation en mode Time Walk, mais à ce moment-là coûtera beaucoup plus cher et il va falloir l'utiliser dans des decks qui trichent sur la mana. On va passer à la catégorie card draw avec pour commencer Reign of Revelation, qui est un petit peu l'équivalent que Mystery Insight, qui sera peut-être meilleur dans des stratégies réanimator ou escape, parce que le discard ne sera pas autant downside, mais on va rappeler pour cette carte et toutes celles qui vont suivre que le plus gros problème actuel, c'est bien Narset Parter of Veil, qui réduit considérablement la puissance des cartes de draw dans le standard actuel. Frantic Inventory est quasiment la même carte qu'Accumulated Knowledge, qui était très jouée à l'époque où elle était légale en standard. La carte sera donc assez bonne dans des stratégies de meule, mais le power level de l'époque nous dit que Frantic Inventory ne sera peut-être pas la meilleure solution de draw actuellement. See the Truth est une carte assez intéressante, avec un fort potentiel, mais elle va devoir combiner avec d'autres cartes pour pleinement bénéficier de sa puissance. Mais les cartes avec qui l'associer, comme Mission Briefing ou Chandra Acolyte of Flame, ne sont pas des cartes très très fortes actuellement, ou en tout cas qui ne rentrent pas dans une stratégie draw. Enfin, on va parler de Maze Mind Tome, qui est un petit peu un équivalent de Treasure Map, très underrated à l'époque. Je pense cependant que ce nouvel artefact est un petit peu moins fort que son homologue, car il ne se transforme pas en land. Par contre, sa combinaison avec Soul Diviner serait très intéressante à tester. On continue avec Barin, une créature légendaire tout intéressante. En effet, on remarque qu'elle ressemble assez fortement au Reflector Mage, qui était quand même une carte bannie fin de son règne en standard. On peut dire que les drops à 3 qui bounce, on connaît bien. Donc comme ce bounce est un trigger d'arrivée en jeu sur une créature, on peut facilement l'associer à Tassa pour vraiment l'utiliser plusieurs fois. Et je pense qu'il va permettre de créer des boucles assez intéressantes avec Teferi Time Raveler, Niambi ou encore Disinformation Campaign par exemple. Ensuite, on va parler d'une nouvelle carte créature noire plutôt intéressante, Liliana's Standard Bearer. La carte ressemble fortement au Midnight Reaper. Elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est une carte en flash. Par contre, elle va faire piocher uniquement au moment où elle arrive en jeu. Et on remarque par contre qu'il ne s'agit pas uniquement de créatures non token pour pouvoir trigger et qu'on ne perd pas un point de vie par carte piochée. Elles sont quand même assez différentes parce que la nouvelle va surtout nous servir à rebuilder ou à se protéger d'une vrasse. Donc je pense qu'elle sera surtout utilisée dans des stratégies un petit peu différentes. On enchaîne avec Ghostly Pilferer, une créature esprit de 1 pour 1. Il passe donc difficilement le Vanilla Test. Sa deuxième capacité pourrait sembler intéressante, mais malheureusement elle va pas faire race avec Uro.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a plusieurs angles d'association. Par exemple, dans un deck qui aime la discard, ou encore dans un deck qui cherche à avoir des créatures imbloquables. Si on veut vraiment profiter de son effet de draw, je pense qu'il faut trouver des combinaisons pour pouvoir la taper sans attaquer, en l'associant par exemple à Saruli Caretaker, ou encore par exemple avec des sorts qui on convoque, ou des véhicules qu'on va pouvoir piloter avec. Witch's Cauldron est un moteur de pioche assez original, pas si cher, mais qui va malheureusement nous faire piocher une carte maximum par tour. Il est plutôt opti, du coup dans des decks qui vont créer des tokens. Ça ressemble quand même fortement à un moteur de jeu plutôt contrôle, voire mid-range, mais malheureusement ce ne sont pas le type de deck qui vont avoir beaucoup de créatures. Pour conclure, je vois la meilleure association de cette carte avec le Castle Blanc. Et on enchaîne avec les apports pour les decks aggro. On commence avec une carte très intéressante, Seasoned Hallowblade, on en a parlé tout à l'heure, qui est un peu l'équivalent d'Adoto Vanguard. Quel est son inconvénient? Bien sûr, c'est que pour le rendre indestructible, on doit défausser d'une carte plutôt que payer 4 points de vie. Ça transforme peut-être son désavantage en avantage dans des stratégies discard, escape ou autres. Et également, on va aussi noter qu'il s'agit d'un humain qui donc est possible de récupérer avec notre cher Vinota. Vous vous rappelez également qu'à l'époque d'Adanto Vanguard, Dauntless Bodyguard était une des autres pièces maîtresses de ce white aggro dominaria. On a peut-être l'équivalent en ce moment avec Selfless Savior, un drop 1 qui perd 1 de patate, mais qui permet d'être plus polyvalent dans son sacrifice pour donner la protection. Et également, il fonctionne très bien avec Vinota, puisqu'il va servir et de trigger pour Vinota en attaquant, ou bien sûr de la protéger. Petite mention enfin pour Daybreak Charger. Ce petit drop 2, 3-1 ne paye peut-être pas beaucoup de mine et ressemble plutôt à une carte de limité. À voir car il a un boost plutôt correct sur un drop 1, mais actuellement dans cette catégorie c'est plutôt pauvre. En 2-1 pour 1 nous avons uniquement Venerable Knight, tous les autres drop 1 n'ont pas 2 de puissance. On enchaîne avec Containment Priest, une nouvelle réédition, et à part sa combo infâme avec Eldrazi Displacer en moderne, je ne suis pas sûr qu'elle soit suffisamment forte pour vraiment voir du jour en standard, même si elle va être une très bonne réponse contre Chat, les triggers de Vinota ou bien Lucas, ou encore Transmogriffy. Encore une fois, Teferi Time Raveler réduit beaucoup la puissance de cette carte. Nouveau Anthem pour le blanc avec Glorious Anthem. C'est pas forcément le meilleur quand on compare aux autres anthems précédents. On voit que la carte coûte un de plus que Honor of the Pure. Le même prix que Always Watching. L'avantage par contre, c'est qu'elle va booster aussi les créatures tokens. Donc Crazy Alarm ou Chandra Acolyte of Flame vont apprécier. En revanche, je pense que Venerated Loxodon sera bien meilleur car il nous propose également un body supplémentaire. On va parler ensuite d'Idol of the Endurance, qui est certainement un petit peu sous-estimé pour l'instant. Certainement que la carte sera pas jouée en playset, mais one or two off, parce qu'elle coûte relativement cher quand même pour d'un build aggro. Mais si en late game on a 5 mana, c'est quand même intéressant car on peut réanimer finalement directement une créature. Elle est aussi intéressante certainement dans un shell sack, car on peut créer des pseudo-boucles. Assez curieusement, on peut dire que la carte est une réponse, mais en même temps a une grande faiblesse à Soulguide Lantern. On enchaîne avec Kitesail Freebooter, la carte très populaire à l'époque de son standard, mais je pense que malgré la puissance qu'elle avait à l'époque, aujourd'hui elle sera très impactée par Teferi Time Raveler qui va pouvoir la bouncer, donc je pense que la carte ne verra pas beaucoup de jours dans notre standard. Depuis quelques temps, Wizard essaye un peu d'améliorer les auras, et je pense qu'ils ont plutôt réussi avec Demonic Embrace. La carte est assez forte car elle n'a pas besoin d'un effet spécifique pour pouvoir remonter. Dans une stratégie 8-track, elle va être vraiment très intéressante car c'est comme si elle restait dans notre main. Autre point important, c'est qu'elle nous permet de créer 5 dégâts en haste
sur un retour de chat avec une foot par exemple. Surtout que ce dernier aura une bonne évasion. Et en parlant d'évasion, je pense qu'elle sera très bien associée avec Routine Regisseur. Pareil, même si on doit la discard pendant l'entretien, on pourra toujours la caster pendant notre tour. Enfin, je vais terminer avec Furor of the Beaten, un petit aura qui coûte 1. C'est une réédition d'Innistrad. Mais mine de rien, c'est le seul aura pour 1. Booste la force de 2 sans trop de downside. L'attaque each turn if able, c'est pas tellement dérangeant si on va l'associer avec des créatures qui ont soit de l'évasion ou une protection qui nous permettra de rentrer dedans. Et on continue avec les nouveautés pour les stratégies mid-range. Pour débuter, Baneslayer Angel qu'on ne présente plus, la carte très puissante qui ressemble beaucoup à Lyra Dawnbreaker qui a quand même warpé le standard Dominaria. Il y a quand même quelque chose qui a changé depuis, c'est la puissance des créatures. Dans le standard actuel, si on n'a pas d'effet d'arrivée de jeu avec une créature, elle est automatiquement plus faible qu'avant. Mais je pense que la puissance brute de la carte va quand même permettre qu'elle soit rentrée dans les sideboards de contrôle contre notamment mono rouge. On continue avec Basri's Lieutenant, un vrai sleeper pour moi. La carte est très forte, elle a un ETB assez intéressant, un excellent body, elle a la protection contre le multicolore qui est quand même très relevant dans ce standard. Il suffit de voir la puissance de Stonecold Serpent en ce moment. Comme ce dernier, elle a la protection contre Teferi et également elle a une vorace protection car elle laisse certainement derrière elle des tokens de 2 qui vont prendre le relais derrière un mass removal. Pour cette raison-là, elle combine très bien dans toutes les stratégies counter, notamment la stratégie Selenia qui risque de voir le jour. Et un petit bonus également, elle est tutorisable sur les triggers de Vinota. Donc tout ça en fait une très bonne carte. Mangara, The Diplomate, ensuite bonne créature, légendaire, donc petit désavantage. Est-ce que c'est trop lent contre aggro? Ça fait quand même du 2 pour 1 direct si c'est blasté, parce que souvent aggro va avoir besoin de 2 burn pour coller 4. Mon souci c'est que Baneslayer Angel, je pense, même s'il coûte 1 de plus, est quand même bien au-dessus, et que surtout pour 4, au lieu de jouer Mangara, on peut très bien aussi faire Shatter, qui certainement va avoir un bien meilleur impact contre des stratégies agressives. On reste dans l'apport mid-range, mais avec des cartes vertes. Et on commence avec Elder Gasparot. Un beau gros ton, 6-6 pour 5, mais malheureusement qui n'a pas d'effet d'arrivée en jeu. Et le minimum dans ces cas-là, on le voit avec Questing Beast par exemple, c'est d'avoir au moins la célérité. D'ailleurs la preuve, si on le compare avec les autres 5 drops joués actuellement en standard, on se rend compte qu'ils ont tous justement des effets d'arrivée en jeu très impactants. Et je pense que la carte n'est pas à sous-estimer, car si elle survient un tour, elle va avoir un bel effet boule de neige qui va quand même renverser la game. Petite mention finale pour Sporeweb Weaver, une petite bête rich, spider comme on les aime, un 4 pour 3 avec exprove bleu. La question c'est est-ce que cette carte est intéressante contre mono rouge par exemple? On va dire que c'est un bon bloqueur, elle ferait certainement du 2 pour 1 ou du 3 pour 1 en créant des tokens et faisant des blocs, voire du trade. On a un petit gain de vie intéressant aussi. Elle est parfaite en revanche contre Brazenbauer, car elle ne peut pas être ciblée par Petit F et également bloque le body sans mourir. Pour l'instant, je vois pas trop où elle peut rentrer, mais je garde un petit œil dessus. On passe à la catégorie contrôle. Quelles sont les cartes qui vont être intéressantes pour ces archétypes? Une des stars de ce set, bien sûr, c'est Teferi, Master of Time, le nouveau Planeswalker, qui passe en full bleu cette fois-ci. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'il est à moitié bloqué par Narset, Parter of Veil. Pour les plays opti, bien sûr, on aimerait looter pendant son tour et faire le -3 phase out pendant le tour de l'adversaire, mais Narset nous incite à vouloir faire l'inverse. Également, je voudrais souligner que le design est tout à fait nouveau. Une activation de Planeswalker pour chaque tour, ça n'a pas encore été fait. Donc c'est assez difficile pour l'instant d'évaluer cette carte sans vraiment la jouer. Mais son point le plus fort, bien sûr, c'est qu'elle curve parfaitement dans de grosses spirales. Donc la carte va être jouée. À noter enfin qu'elle combo bien aussi avec Uro, puisqu'elle va l'aider à pouvoir faire l'escape plus tôt. Pour enchaîner, parlons de Revitalize, cet instant pour 2 qui nous permet de gagner des points de vie et qui se remplace lui-même. La carte était jouée en standard Dominaria dans Bant Nexus.
Elle est idéale dans les stratégies contrôle qui attendent leur super pour patienter et se match parfaitement avec Shatter the Sky. Je pense pour cela qu'elle verra du jeu en side de contrôle contre les match-up aggro. Pour finir, un très bon terrain, Radiant Fontaine. La carte était plutôt bonne à l'époque où elle était jouée en standard, contre Mono Red notamment. Le seule restriction de build, c'est qu'il faut jouer une ou deux couleurs maximum, sinon la mana base ne sera certainement pas assez stable. On passe à l'apport des nouvelles cartes pour les stratégies combo, et là, pas grand chose à se mettre sous la dent. Une carte évidente, Grim Tutor. Effectivement, c'est un tutor encore certainement trop cher pour notre standard actuel, donc pas assez bon pour chercher les sweepers, surtout qu'on perd encore des points de jouant, mais cette carte sera certainement meilleure dans des decks combo pour justement chercher une pièce manquante. Cette stratégie n'est pas encore très représentée dans le standard actuel, faut attendre de voir un petit peu l'évolution. Elle va certainement bien s'associer avec Underworld Breach et peut-être dans d'autres stratégies comme la meule que nous verrons un peu plus tard. On termine avec les mentions spéciales et on commence avec Féline Sovereign, une 2-3 pour 3, un petit chat et Lord de surcroît. Mais quel est son principal intérêt en standard? Eh bien c'est sa capacité à détruire des enchantements ou des artefacts lorsqu'un de vos chats touche l'adversaire. Les conditions donc ne sont pas si évidentes, il va falloir chercher des chats qui vont avoir des possibilités d'évasion ou avec un gros body pour pouvoir passer par-dessus, et pour l'instant dans ces catégories-là nous n'avons pas trop de candidats. Pour toutes ces raisons, je pense que la carte restera donc une carte de Sai dans des decks tribaux chats s'ils existeront. Autre mention spéciale, et cette fois beaucoup plus sérieuse, Scavenging Ooze. La carte n'a plus à faire ses preuves, elle a notamment été la reine du moderne pendant un certain temps, en prouvant qu'elle était une des meilleures réponses à toutes les stratégies cimetières. La différence actuellement, c'est que Teferi n'est pas aussi représentée en moderne et qu'elle perd beaucoup de valeur si elle est bouncée assez régulièrement. Cependant, je pense qu'elle reste la meilleure réponse en power level à toutes les stratégies sacrifice, cimetière avec réanimation, que ça soit Cold Familiar ou Uro. Elle coûte un de plus bien sûr que Soul Guide Lantern, mais propose une menace grandissante en bonus. La carte sera donc certainement dans pas mal de sides et verra pas mal de jeux. Un petit dernier pour la route, Spark Hunter Masticore, une bonne bête, 3-4 pour 3, mais qui demande en coût additionnel de défausser une carte. Avant tout, c'est un excellent tueur de Planeswalker, et le fait qu'elle soit colorless lui permet également de passer partout et de rentrer dans des stratégies agressives également, comme mono noir ou mono blanc. Le body est très raisonnable, mais le coût supplémentaire de discard n'est pas anodin, même si c'est possible de le transformer en avantage, notamment avec Uro ou ECD. Point faible, la rendre indestructible coûte cher, mais je pense que pour toutes les raisons énoncées, elle pourrait devenir un kill de contrôle, car elle survit à Brass en fin de partie, quand on a quand même déjà masse de terrain. On va parler maintenant des cartes qui vont rentrer dans les stratégies déjà existantes des decks tiers. Et on commence avec les stratégies sacrifice, et deux cartes qui pourraient peut-être apporter quelque chose à ces stratégies. La première carte, Village Rites, est un bel upgrade de Altar's Rip puisqu'elle coûte un de moins, qui était déjà très joué à l'époque, et la carte a justement sa pleine puissance dans des builds sacrifice ou centrés sur des fondeurs de tokens. À préciser qu'elle est également très bonne en réponse à un Claim the Firstborn pour fizzle le spell et avoir un peu de carte advantage. On a également Gadrag the Crown Scourge. La question étant, est-ce qu'il est bon dans une stratégie sacrifice? Son point fort évidemment, c'est que les trésors se sac pour 0. Son point faible, c'est qu'il faut tout sacrifier pendant son tour pour que ça trigger. Donc je pense que la carte pourra avoir du jeu dans des cas spécifiques où on veut avoir des gros bloqueurs en early par exemple. La stratégie Green Stompy se retrouve avec de nouvelles armes pour cette édition. Et on commence avec un Planeswalker, Garruk Unleashed. La carte est certainement sous-estimée pour l'instant. Effectivement, pour l'instant, c'est le seul Planeswalker à 4 qui pond des bêtes 3-3 à l'arrivée. Il faut soit voir du côté des Planeswalkers qui coûtent 4 pour avoir autant, et soit avoir des 2-2 avec des petits upgrades. Et si on continue de comparer par exemple avec
Janny, on remarque que son +1 est bien plus impactant et on peut aussi préciser que la carte fonctionne très bien avec des cartes qui donnent des bêtes à l'oppo, mais rien n'est joué dans cette catégorie pour l'instant, le troll par exemple étant un peu trop faible. Et on continue dans les bonnes nouvelles pour le vert avec Heroic Intervention. La carte est une réédition, elle était déjà très jouée en standard, surtout en side contre des stratégies de mass removal. Et dans la méta actuelle, l'ex-proof est très relevant, on a pas mal de choses qui ciblent pour bounce ou pour exiler, que ça soit ECD ou dans les stratégies un petit peu moins go wide, comme les decks Boggle en standard. Et le seul souci encore pour l'instant, c'est la présence de Teferi qui va empêcher de jouer la carte en réponse. Enfin, on a Garrux Harbinger, une bonne bête avec très bon body, peut-être le meilleur drop à 3 en vert d'ailleurs. Son ex-proof du noir est pour l'instant pas très relevant, sauf si Eliminate Grasp commence à être beaucoup plus joué. L'avantage qu'elle a sur Yorvo par exemple, c'est qu'elle n'est pas légendaire, et surtout elle va faire du card advantage, et nous permet même de toucher des Planeswalkers, ce qui permet au deck qui la joue d'être encore un petit peu plus Vrasproof. Une nouvelle carte intéressante pour les stratégies avec des effets d'arrivée en jeu, c'est Nyambi, une créature légendaire pour un blanc et un bleu. Ce qui la rend plus compliquée à caster en début de partie, mais elle va de toute façon être bien meilleure en late game. Sa capacité activée est également intéressante pour discard un Teferi ou un Yorion, qu'on va bien sûr ramener avec un ECD par exemple. Elle est également très solide contre aggro, car on peut bloquer avec quelque chose, qu'on ramène après le bloc mais avant les dégâts, et on a un gain de vie en bonus. La question c'est est-ce qu'elle trouvera sa place dans ce type de deck, car pour l'instant les slots sont relativement chers. On enchaîne avec une autre stratégie qui a peut-être gagné des nouvelles cartes, c'est la stratégie polymorphe. En effet, Transmogriffy est un petit peu son équivalent dans le rouge. Elle gagne même un upside en exilant au lieu de détruisant. Ça la rend meilleure si on l'utilise en removal sur une bête adverse. Ça en fait donc nos Lucas numéro 5 à 8 ou l'inverse. Seul désavantage à cette stratégie actuellement, c'est quel va être le payoff de Pikajan et Ban. Je pense qu'il reste suffisamment de candidats forts pour qu'on puisse réessayer ces stratégies-là. Je voulais inclure également Fungal Rebirth dans les cartes qui peuvent apporter quelque chose à cette stratégie. C'est un pondeur de token en vert. Dominaria en avait amené des jouables qu'on combinait avec Indomitable Creativity. Un permanent en instant est toujours assez fort, mais le trigger de mort n'est pas si facile à réussir sur cette carte. Soit on a Chum Block, soit on a joué un removal en première carte le même tour. Ça peut être également du coup une bonne réponse au Vras dans les stratégies aggro, voire mid-range. Et sa place dans un deck sacrifice, je pense que c'est trop cher. On continue avec les stratégies Dimir Flash, dont on parle à chaque nouvelle extension, mais qu'on ne voit jamais pour le moment. Mais on va pas trop s'attarder sur Thieves Guild Enforcer. Le body est plutôt mauvais et n'a pas des touch. Je pense qu'elle sera jouée surtout dans son intérêt de pouvoir meuler l'adversaire. Pour cela, il va falloir l'associer avec d'autres rogues comme Robert of the Reach ou Brazenbauer. Mono rouge aggro gagne de nouvelles cartes, notamment dans sa stratégie plutôt burn. Et on commence avec Chandra's Incinerator, une carte avec un plafond très important. Pour être à pleine puissance, elle demande énormément de sorts de burn, mais ce n'est pas ce qui manque en standard et ils sont plutôt de bonne qualité actuellement. Et elle s'associe très bien également avec Cavalcade. Point fort de l'élémental, c'est son évasion avec le trample. Le point faible, c'est qu'il n'a pas la célérité. Et du coup, son défaut peut-être, c'est qu'il ne fonctionne pas en fusible, car il meurt également sur une race. On va rajouter également Chandra's Pirelling, qui nous fait beaucoup penser à Chandra's Spitfire, qui était auto-include dans les premiers decks Cavalcade. La nouvelle version coûte 1 de moins, mais n'a pas d'évasion, ce qui ne sera peut-être pas si préjudiciable si tous les prochains builds de rampe préfèrent jouer Sorcery et Uro plutôt que Grazer et Créa. Izet Phoenix est-il de retour? En tout cas, ce qui est sûr, c'est le retour de Crash Through. Cela veut dire qu'il ne manque plus que Warlord Fury pour retrouver les 12 drops à 1 draw qu'on avait au début de Phoenix. Et pour continuer avec cette stratégie, est-ce que Stormwing Entity serait pas un des nouveaux payoffs? Certains l'appellent déjà le Delver du standard, mais je ne suis pas encore sûr de la comparaison. En tous les cas, la carte passe le test de l'effet d'arrivée en jeu et son effet prouesse est un bon bonus. On finit avec Chandra Heart of Fire. Son petit souci peut-être c'est son coût. La carte coûte 1 de plus que ce qu'on aimerait avoir avec une bonne Chandra. Et même si son premier +1 est plutôt fort, son deuxième +1 est trop faible pour pouvoir éliminer les menaces. Elle pourrait rentrer dans des stratégies discard, mais je pense que son coût de mana est trop prohibitif.
Petite mention ensuite à Watchers of the Spheres. Sera-t-il un nouveau jouet à UV Fly? Je dirais qu'à force, on n'y croit plus trop et son cost reduction est intéressant que si on joue des drops 2+. Et malheureusement, dans ces stratégies, je pense qu'on préfère des cartes à faible coût. Et je pense que son double mana coloré va aussi l'empêcher de pouvoir le poser rapidement dans un deck bicolore aggro comme son ami Skycat Sovereign. On continue par contre avec une stratégie qui risque très fortement de revoir le jour, c'est les decks counter. Et notamment grâce à une seule carte, Conclave Mentor. Pour ceux qui se rappellent, Winding Constrictor était staple dans Standard à son époque, et Conclave Mentor est aussi bon, voire au-dessus. Surtout, il possède les deux couleurs qui aiment bien des stratégies agressives centrées sur l'ajout de compteurs. Son seul défaut, peut-être, c'est qu'il va falloir choisir la couleur forte et la couleur splash, les 50-50 étant compliquées dans les decks agressifs. L'association étant évidente avec Pell Collector, elle est aussi insane finalement avec Venerated Loxodon. Je voudrais conclure que son Death Trigger est pas négligeable en nous donnant quelques points de vie contre d'autres stratégies agressives. On pourrait également parler de Basriket pour cette stratégie-là, même si son -2 s'applique uniquement au non-token ou qui ne permet pas de se protéger tout seul, on ne peut pas trop demander non plus à un Planeswalker à 3. Les points négatifs sont quand même assez nombreux, son impact est très faible à l'arrivée et il n'aide pas contre les Vrass. Également, son coût 1 blanc-blanc va être très difficile à jouer dans une version Selenia qui va splasher le blanc. Et pour finir, son -2 qui est sa meilleure capacité va être très bonne seulement quand on est devant. Corset 2021 nous donne une nouvelle synergie qui va récompenser les joueurs ayant gagné 3 points de vie à la fin du tour. Et on commence par présenter Silver Smooth Ghoul. Avant toute chose, dans Magic, toutes les cartes gratuites ont toujours été très puissantes, donc je pense qu'il va falloir juste trouver le bon shell s'il existe pour cette carte. La carte va avoir besoin de meule, mais elle match parfaitement par exemple avec Creeping Chill. Autre coïncidence, les Trigger d'Uro vous donnez également 3 points de vie, tout comme un sacrifice de food. Dans le même esprit, Griffin Airy est une carte à très fort potentiel. Vous vous rappelez peut-être de Drake Haven ou encore du fameux Bitter Blossom. Dans les couleurs, on a House of Kaya qui est déjà joué et qui pourrait très bien s'associer à la carte. Mais on peut trouver d'autres cartes moins populaires pour l'instant, comme Ajani the Great-Hearted. Malheureusement, la carte est plutôt non-beau avec Absorb et Vitalize, car le gain de points de vie se fera pendant le tour de l'adversaire et ne fera donc malheureusement pas de trigger. Je voulais également rajouter Speaker of the Events, une 1-1 pour 1 Vigilance lifelink avec un effet très intéressant. Cette carte demandera bien sûr beaucoup plus d'efforts et de conditions pour être récompensée, mais le payoff en vaut la chandelle. Sa vigilance lui permet donc de faire une attaque puis sa capacité activée le même tour. Son lien de vie est plutôt relevant car elle nous permet de monter au point de vie demandé en attaquant elle-même, en l'aidant un petit peu avec quelques effets de boost. Malheureusement, cette carte est également non-beau avec Absorb ou Vitalize. On continue avec deux cartes intéressantes pour les stratégies de réanimation et on va commencer avec l'Archint's Vessel. La carte est très bonne car d'elle-même c'est une 1-1 lifelink, mais si on la couple à une carte de réanimation, là on se retrouve avec un rapport qualité-prix plutôt affolant. Et pour cela, nous avons en standard Revival Revenge ou bien sûr Call of the Death Dweller, mais encore l'Urus qu'on peut jouer main deck. On continue avec Terror of the Peaks, une carte qui a beaucoup de potentiel, mais malheureusement qui ne réussit pas le test ni de CD, ni d'effet d'arrivée en jeu. C'est pour ces raisons que sa meilleure place sera peut-être dans des shells de réanimation ou combinée avec Commanded Red Horde. Elle va pouvoir peut-être faire insta-win si on la réanime avec plusieurs autres grosses bêtes. Effectivement, l'idéal serait de pouvoir la mettre en jeu le même tour qu'une autre créature, mais bon, malheureusement, nous n'avons plus ailleurs. On va passer dans la catégorie des build around et on commence avec 9 Lives. La carte est faite pour les joueurs de combo. Il va falloir trouver la meilleure loop possible en contrant le trigger qui va vous faire perdre. Mais surtout malheureusement, plus il va y avoir de menaces et plus vous allez avoir de marqueurs dessus. Donc cela va être difficile de faire la race. À savoir que si vous avez plusieurs copies de 9 Lives, vous pouvez choisir de mettre les marqueurs sur une copie. Donc on peut peut-être envisager un deck avec des Mirror Maid pour pouvoir en avoir jusqu'à 8. On enchaîne avec Subira, dont le design est original et très intéressant car il aide multiples stratégies. On peut aller go wild avec des early drop, un
bloquable, l'utiliser dans une stratégie discard avec de l'escape ou l'utiliser pour donner un second souffle dans les stratégies agressives. Le Vanilla Test ne passe pas parfaitement, mais la célérité lui permet d'être aussi bonne en top deck car elle permet de coller 2 derniers points si on a 5 mana. Une autre stratégie qui pourrait voir le jour, c'est bien la stratégie Meule. En effet, nous avons 2 nouvelles cartes de Corset 21 qui permettent à elles toutes seules de créer une combo létale. C'est une combo en plus en 2 cartes uniquement. Et il s'agit de Peer into the Abyss, associé soit avec Teferi's Tutelage, soit avec Underworld Dreams. Effectivement, nous avons une des pièces de cette combo qui coûte quand même 7 mana, mais je pense que dans un build ramp ou avec de la protection comme Teferi, on peut prévoir un shell suffisamment compétitif. À noter juste qu'actuellement, il faut faire assez attention avec les stratégies de meule, car cela peut beaucoup avantager l'adversaire dans certaines stratégies actuelles. Et on termine enfin avec le top 10 des cartes les plus impactantes pour ce nouveau standard, avec des mentions honorables pour Rewind et Transmogrify. La première parce que le setup pour pouvoir la jouer est pas si courant, donc je pense qu'elle ne sera pas dans tous les decks forcément. Et la seconde parce que peut-être actuellement nous n'avons pas de payoff suffisamment fort pour pouvoir la jouer, mais si jamais nous avons un Emrakul qui est réédité bientôt, on ne sait jamais, on va avoir de très bonnes raisons de jouer Polymorphe en standard. En numéro 10, Sublime Épiphanie. La carte est chère et elle se prend en dispute facilement, c'est pour cela qu'elle n'est pas dans le haut du tableau, mais la puissance est tellement impressionnante qu'il va falloir, je pense, compter sur cette carte, que ça soit dans les stratégies réclamation, dans les stratégies ramp, en tout cas la carte vraiment fait n'importe quoi. En numéro 9, Barin, Réflector Mage, c'était fort. Je pense que Barin sera joué. Le power level n'est pas aussi élevé, mais les avantages de la carte, le fait qu'elle ait un bon ETB, tout ça va nous donner du tempo, aider toutes les stratégies Azorius et surtout être un petit peu le meilleur copain de Teferi Time Raveler. En 8e position, Scavenging Ooze. Je pense que la carte ne sera pas forcément main deck partout, mais aura sa place dans beaucoup de sides à l'avenir en standard. Elle permet effectivement d'annihiler beaucoup de stratégies jouant avec le cimetière, mais surtout d'avoir un excellent mana sync pour les stratégies ramp. Bref, cette carte sera jouée. On enchaîne avec Solemn Simulacrum en 7e position. Je pense que les gens surestiment beaucoup la carte pour le moment. Elle coûte quand même 4, mais pour ramper et surtout étant incolore, elle va aller un petit peu partout, même si son plus gros défaut va être de ne pas pouvoir protéger vos Planeswalkers de la Questing Beast d'en face. La carte a encore une fois fait ses preuves dans le standard ancien. Je pense qu'elle va à nouveau le faire, surtout avec son copain Hugin. En 6e position, nous avons une Unko Conclave Mentor. Je pense que cette carte va à elle toute seule définir un nouvel archétype, le Selenia aggro. On rentre ensuite dans le top 5 avec Cultivate, que tout le monde redoute déjà, comme si le standard n'avait pas suffisamment de solutions pour ramper. Vous allez en jardiner à l'appel dans les mois à venir. En 4e position, ce nouveau Teferi, Master of Time. La carte va certainement trouver son shell dans les jours à venir, et encore plus après lorsque Narset, Parter of Veil sera sorti du standard. Dans le top 3, on commence avec Silvermoth Ghoul. Dans l'histoire de Magic, toutes les cartes qui étaient gratuites sont devenues bien broken à un moment, une fois que les gens avaient trouvé comment les utiliser au mieux, et je pense que cette carte ne fera pas l'exception à la règle. La grande question, bien sûr, c'est l'enabler. Quelle va être la carte idéale pour gagner ces 3 points de vie chaque tour? Les gens vont certainement très vite la trouver. En 2e place, nous avons Eliminate, le removal par excellence qui va certainement devenir la base en standard pour les decks qui jouent du noir ou qui va même amener les jeux à jouer du noir. Sa polyvalence qui inclut une réponse à Narset, Parter of Veil et Teferi Time Raveler, plus les nombreux top-end de ramp que sont Uro ou Krasis,
lui donne certainement le statut du meilleur removal du standard actuel. En première place, nous avons certainement la carte sans surprise qui va redéfinir le méta complet du standard, Hugin the Spirit Dragon. À cause de cette carte, certaines stratégies deviennent tout simplement complètement invivables. Jusqu'ici, les stratégies ramp ou contrôle qui avaient des mass removal manquaient de réponse à toutes les stratégies avec des enchantements ou des artefacts coûtant peu, comme Clover, Trail of Crumbs. Maintenant, avec cette carte, on va pouvoir complètement raser le board comme avec Planar Cleansing et recommencer tout à zéro. L'avantage bien sûr de cette carte par rapport à Planar, c'est qu'il s'agit également d'une menace, avec un ultimatum bien sûr qui fait game. Et c'est la fin de notre méta-prédiction du Corset 2021 standard. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous sera utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, suivre la chaîne et partager autour de vous. Également, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des propositions pour améliorer les futures méta-prédictions. En attendant, je vous souhaite de trouver le build qui va breaker le méta et je vous dis à bientôt pour l'extension suivante.